Je suis Sophie Garat de la Tour, je suis professeure de philosophie politique à l'École normale supérieure de Lyon. Je travaille dans le domaine des théories de la justice et de la démocratie, dans le champ des réflexions contemporaines. Je suis l'autrice de ce livre, Le multiculturalisme à l'épreuve du féminisme, paru chez Vrin en mars de cette année. Alors effectivement, c'est un terme qui suscite des confusions parce qu'on confond généralement le multiculturalisme comme réalité sociale et démographique pour envoyer à la diversité ethnique, religieuse d'une population, et le multiculturalisme comme modèle d'intégration politique. Donc dans ce livre, il s'agit surtout de ce multiculturalisme-là, qui est un type de modèle politique qu'on connaît plutôt dans des pays comme le Canada notamment, le pays dans lequel on considère que pour s'intégrer politiquement, il n'y a pas nécessairement à s'assimiler, c'est-à-dire à renoncer à tous ces particularismes culturels. Alors qu'en France, ce type de modèle d'intégration est plutôt critiqué au nom du modèle qu'on appelle républicain ou universaliste, parce que dans ce modèle-là, l'idée, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre l'État et le citoyen et que l'égalité des citoyens suppose qu'on fasse abstraction des distinctions de la différence d'origine, de religion ou de race, comme c'est écrit dans notre Constitution. Donc voilà, dans ce livre, il s'agit d'explorer plutôt un modèle d'intégration qui rompt avec ce schéma assimilationniste et qui considère qu'il y a un droit à affirmer ces différences culturelles. Le terme de droit montre qu'on passe à la question des principes démocratiques. Mais malgré tout, dans ces philosophies du multiculturalisme, ce n'est pas l'expression qui domine. On parle plutôt de politique de la reconnaissance, politique de la différence ou théorie des droits culturels, lesquels se situent dans des traditions philosophiques différentes. Mais le point commun, c'est de trouver une justification normative pour défendre le fait que l'intégration politique n'implique pas le fait de renoncer à toute différence et qu'il y aurait donc un droit à conserver certaines traditions, certaines pratiques sociales, certains aspects religieux, et donc à bénéficier, par exemple, d'exemptions juridiques lorsque l'on est une minorité religieuse et que le calendrier, par exemple, officiel des jours fériés ne correspond pas à vos fêtes religieuses, et donc vous devez, dans une perspective de droit culturel ou de politique d'intégration multiculturaliste, vous devez pouvoir bénéficier d'une exemption pour que la liberté de culte et la liberté religieuse ne restent pas en vain mots, mais puissent se traduire en pratique effective. Donc ça suppose des aménagements, que les institutions s'adaptent à ces différences pour que le droit à la différence soit respecté. Alors ce sont des exemples qui relèvent de la pratique, d'une pratique judiciaire aux États-Unis qui s'appelle la cultural defense, la défense culturelle, et qui a été très critiquée, très discutée par les féministes, précisément parce qu'on y voit la tension entre deux normes. Une norme multiculturaliste qui consiste à défendre le fait que les lois doivent traiter de façon non discriminatoire les personnes d'origine étrangère, et donc par exemple dans certains cas, lorsqu'une personne est accusée d'une agression sexuelle, il est arrivé que certains accusés fassent valoir des arguments culturels en disant que c'était pas une agression sexuelle mais que ça rentrait dans une tradition de certains rapports entre les hommes et les femmes, et notamment cette tradition du mariage par enlèvement où dans la communauté Hmong vietnamienne, le fiancé enlève sa fiancée. Il y a une espèce de rituel où il fait semblant d'enlever sa fiancée. Celle-ci, pour montrer des gages de sa vertu, doit résister, doit dire non, et puis en fait il consomme le mariage, et puis ça officialise l'union. Et dans un cas qui aboutit à un procès, la fiancée s'est plainte, accusé son conjoint de l'avoir séquestrée puis violée. Et lors du procès, finalement, la sanction a été très légère parce que l'argument culturel de la tradition du mariage par enlèvement a porté ses fruits auprès des juges, et donc les juges ont considéré que la sanction devait être abaissée. Et donc ça c'est un cas qui a été discuté par les féministes parce qu'elles ont montré à quel point l'idée de tolérer les traditions au nom de la non-discrimination ethnique nuisait aux femmes et aboutissait à des jugements qui étaient complètement indignes d'un point de vue de l'égalité de genre et de la non-discrimination sexuelle. Donc ce sont des cas intéressants qui montrent la tension entre ces deux normes. Non-discrimination ethnique d'un côté et non-discrimination sexuelle de l'autre. Et qu'il s'agit en partie donc, de discuter, d'analyser dans cet ouvrage. Ces exemples, je les ai choisis à dessein parce qu'ils sont très, très choquants et ils invitent à comprendre un peu ce qui se joue dans ces cas-là. Parce que oui, être féministe, c'est évidemment s'opposer au sexisme et considérer que la différence de sexe ou de genre ne doit pas empêcher les femmes d'avoir les mêmes droits, les mêmes perspectives de vie, les mêmes opportunités que les hommes.
Et à ce titre, ça suppose évidemment de critiquer le sexisme. Mais ce que le féminisme, enfin les erreurs auxquelles peut aboutir une conception un peu réductrice du féminisme, c'est de considérer qu'il y aurait des cultures sexistes et d'autres qui ne seraient pas ou moins, et à partir de cette distinction, en fait, de tomber dans des préjugés ethnocentriques qui maintiennent l'idée qu'il y aurait une évolution, une sorte de hiérarchie entre les cultures que l'on pourrait mesurer à partir de ce critère de leur caractère plus ou moins sexiste. Et donc, dans ce préjugé ethnocentrique, aboutit parfois à des formes d'arrogance chez certaines féministes qui vont avoir des discours disqualifiants ou stigmatisants à propos des cultures qu'elles jugent différentes et qui sont généralement des cultures non occidentales. Donc, on tombe dans un préjugé ethnocentrique qui va opposer le « eux » au « nous », le non-occidental au « nous » qui sommes occidentaux, et où on retombe en fait dans des préjugés hérités de l'époque coloniale qui vont essentialiser les non-occidentaux comme étant systématiquement plus patriarcaux, plus sexistes que les occidentaux. Et donc quand on tombe dans ce genre de préjugés ethnocentriques, en fait le féminisme en pâtit parce qu'il est parfois récupéré par des discours nationalistes conservateurs qui sont peu préoccupés par les enjeux féministes et qui tombent dans ce que la sociologue Sarah Faris appelle le fémonationalisme, où en fait on récupère les arguments féministes pour stigmatiser et exclure les immigrés, ou alors pour proposer des formes de nouvelles justifications féministes de l'assimilation, en disant les femmes immigrées, par exemple, non occidentales, sous-entendu, ont tout intérêt à s'intégrer dans notre culture parce qu'elles y gagneront plus de droits, plus de liberté. Et quand on tombe dans ce schéma-là, le féminisme peut, en fait, sous couvert d'être émancipateur, reconduire des formes de domination ethnique et parfois raciste. Et il y a un autre biais aussi qu'on peut ajouter, qui n'est pas uniquement le biais ou le préjugé ethnocentrique, mais le préjugé séculariste, qui consiste en fait non plus à opposer l'occidental et le non-occidental, mais la modernité, la raison séculière, la science à la religion, la superstition, l'obscurantisme. Et certaines féministes peuvent aussi tomber dans ce type de préjugés-là et systématiquement disqualifier, par exemple, les femmes attachées à leur tradition religieuse, à des formes de pratiques sacrées, et en les considérant comme aliénées, parce que non déprises du joug de la religion. Et ça peut aussi être une forme de préjugé qui pâtit en fait aux droits des femmes, parce que dans une société démocratique, la liberté religieuse, de conscience et de culte font partie des droits fondamentaux, et priver certaines femmes de culture moins rationaliste et moins moderne en ce sens-là de leurs droits, c'est problématique du point de vue des normes démocratiques. Un des objectifs de ce livre, c'est d'essayer d'explorer différentes approches théoriques défendues par des autrices qui sont à la fois philosophes, mais aussi du côté de la philosophie du droit, de la science politique, et qui donc ont un ancrage empirique assez intéressant, d'explorer à travers elles la façon dont on peut articuler l'idée de la non-discrimination sexuelle et l'idée de la non-discrimination ethnique. Et dans ces différentes approches théoriques, ce qui est proposé, en fait, c'est à la fois d'essayer de ne pas tomber dans les préjugés que j'ai rappelés, préjugés ethnocentriques ou sécularistes, en montrant qu'en fait, il y a une sorte de combat commun à mener pour les féministes et pour les multiculturalistes, c'est d'éviter les assignations A. C'est-à-dire que dans le cas du féminisme, ce qu'il faut combattre, c'est l'assignation au sexe, le fait pour les femmes d'être toujours renvoyées à leur identité de genre ou à leur sexe. Et pour les multiculturalistes, d'éviter que les minorités ethniques soient toujours envoyées à leur origine, mais une origine qui est essentialisée, qui est fantasmée et qui est disqualifiante, en fait. Donc il y a vraiment une cause commune dans cet aspect déconstructif d'un féminisme multiculturel, qui est de dire, les minorités comme les femmes ont autant à pâtir du fait d'être enfermées dans des préjugés qui les empêchent de jouir d'une citoyenneté pleine et entière. Donc ça, c'est le volet déconstructif du féminisme multiculturel. Et puis il y a aussi un volet constructif qui est de dire que dans un féminisme multiculturel, il n'y a pas à stigmatiser ou à disqualifier les femmes qui n'ont pas la même vision des rapports hommes-femmes que la vision dominante. Et donc, qu'on n'a pas imposé, par exemple, l'image de la femme libérée comme étant celle qui pourrait absolument faire tous les clichés qu'on associerait, nous, dans la culture dite occidentale à la femme libérée, et qui ne correspondront pas nécessairement à d'autres façons de penser les rapports de genre dans d'autres contextes culturels, pour des raisons religieuses ou autres aussi, pour des raisons coutumières. Et donc le féminisme multiculturel essaye de donner une chance à cette autre façon de penser les rapports de genre, et aussi de montrer que sur le plan des principes démocratiques,
on a des bonnes raisons en fait de, de, de respecter la liberté de ces femmes et la façon dont elles envisagent autrement les rapports de genre. Alors, toute la difficulté étant de ménager un espace à cette autre façon de penser les rapports de genre sans complètement contredire les principes démocratiques et libéraux. Et donc, une des voies que le livre explore plus particulièrement pour montrer la possibilité d'opérer cette synthèse, c'est une voie délibérative qui prend véritablement au sérieux la confrontation des points de vue entre majoritaires et minoritaires, la prise en compte de manière subtile et détaillée des contextes dans lesquels les conflits culturels et les revendications culturelles se jouent. Un exemple de délibération démocratique à propos des débats entre multiculturalisme et féminisme se trouve notamment dans les discussions qui ont entouré la réforme du mariage coutumier en Afrique du Sud, à l'occasion desquelles l'État sud-africain a fait un effort de mobilisation des différentes associations de coutumières, en impliquant les femmes aussi dans la consultation des populations. Et donc, dans cet exemple de délibération démocratique tel qu'il a été analysé par Monique Deveau, on observe la différentes positions émergées, la possibilité de déconstruire les préjugés de la majorité sur la minorité, et puis des solutions, des compromis qui émergent entre la correction des aspects les plus patriarcaux du statut du mariage coutumier sud-africain, notamment le fait que les femmes ne pouvaient pas hériter, ne pouvaient pas être propriétaires, ne pouvaient pas contracter, mais certains aspects qui n'étaient pas directement égalitaires ont été malgré tout maintenus parce que les populations ont fait valoir, et notamment les femmes, le fait que certains aspects, notamment la pratique de la dot, avaient une signification sociale et une valeur. Et donc voilà, le résultat de cette délibération démocratique est assez surprenant parce qu'il n'a pas été conforme à tous les critères de la non-discrimination sexuelle tels qu'on peut les envisager du point de vue dominant du féminisme libéral et occidental. Mais malgré tout, comme il correspondait aux attentes et aux revendications des populations qui ont été dûment consultées, voilà, à la fin, Monique Deveau considère que c'est un type de compromis légitime du point de vue de la procédure démocratique, parce que justement, ont été respectés les différents critères de cette procédure démocratique, donc le fait que tout le monde ait été consulté, qu'on ait vérifié que les prises de parole n'étaient pas contraintes, n'étaient pas manipulées, voilà. Et puis sur la possibilité aussi qu'on puisse réviser à l'avenir le compromis. Donc un compromis reste instable, insatisfaisant, mais avec l'idée justement qu'à terme, peut-être qu'on pourra y revenir et sans doute corriger les derniers aspects qui nous semblent encore discriminatoires d'un point de vue sexuel.